monde. Cet événement du Crash, le collectif de recherche et d'action sur l'habitat, je suis vraiment content d'avoir que vous soyez là et que vous ayez accepté de participer à cette discussion. Donc, je disais tantôt à Catherine que j'ai eu ce roman en tête pendant plusieurs jours quand je l'ai lu. Puis, et donc, ça fait longtemps que je veux qu'on en discute. Donc, je vous présente nos 3 personnes qui sont ici sur cet événement cette discussion autour du roman de Catherine Leroux, Peuple de verre. Donc, je le mets ici, on le voit à l'écran. Donc, il y a Catherine qui a accepté de venir discuter de son roman. Puis, j'ai invité, je commence par le bout, là, Jérémy, La marche de la Lapsine. Donc, tantôt, on va peut-être un peu présenter le roman en tant que tel, mais il y a cette idée à la fois de la crise du logement et des campements. Donc, ça m'apparaissait intéressant de voir ce que Jérémy et le Lapsine en pensaient, mais aussi Francis Laurent du Ril Pointe-Saint-Charles, donc Comité Logement, donc pour discuter de ce roman qui est dans un contexte de crise. Donc, je n'ai pas préparé de questions formelles, hein. Je me doutais qu'on pourrait avoir une discussion plus lousse autour du roman, puis de comment on l'a entrevu. Évidemment, les gens qui participent ne sont pas obligés d'avoir lu nécessairement le roman, mais je pense que certains d'entre vous l'avez lu, pour poser aussi des questions plus tard, faire des liens, peut-être poser des questions croisées aux panélistes et à l'autrice à la fois, donc écrivaine. Donc voilà, je commencerai peut-être par demander à Catherine de nous dire un peu d'où vient cette inspiration. J'imagine à la fois politique et personnelle peut-être. En tout cas, moi, j'ai vu des choses personnelles, peut-être plus que... On s'est parlé pas si longtemps, je ne sais pas, la semaine dernière, j'avais l'impression que j'avais peut-être vu plus de dimensions personnelles qu'il y avait, mais donc, c'est ça. Peut-être nous parler un peu d'où est venue l'idée de ce roman, c'est quoi comme ton objectif. Moi, j'y vois, évidemment, j'ai parlé déjà des campements, puis la question de la crise du logement, mais il y a d'autres éléments là-dedans. Il y a aussi le travail de journaliste, puis comme sociologue, c'est super interpellant ce roman-là autour de la question de comment mettre de l'avant des problèmes sociaux, ou en tout cas comment on invisibilise certaines dynamiques, ou en tout cas ou la manière que c'est présenté, puis après c'est un paquet de discussions qu'on peut avoir autour de ces questions-là. Donc, mais je me tais. Je vais laisser, c'est ça, Catherine présenter son roman, sa démarche, puis après peut-être qu'on pourriez nous dire ce que vous en avez pensé, mais je commencerai par toi. Déjà, est-ce que je devrais raconter grosso modo l'histoire du roman? Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas lu et qui aimeraient savoir du contexte? Oui? OK. Donc, mon personnage principal s'appelle Sidonie. Elle est journaliste pour un grand quotidien. Puis, son beat, c'est la question de l'itinérance, la crise du logement, les évictions, tout ça. C'est là-dessus qu'elle écrit. Puis, je pourrais parler de Sidonie vraiment longtemps parce que j'ai essayé de construire un personnage quand même complexe puis ambigu. Je me contenterai de dire que c'est quelqu'un qui, à la fois, croit vraiment en son travail et à la fois est extrêmement cynique et ambitieuse. Fait qu'il y a les deux choses qui se jouent en elle. Elle est du côté des pauvres, mais elle a une vie super bourgeoise, puis elle aime vraiment comme le pétinat, puis les petits produits de designer. Et je pense que tout ça peut très bien cohabiter et qu'on a sûrement autour de nous, ou peut-être même en nous, des exemples de ces ambiguïtés-là.
Donc, elle enquête là-dessus, elle entend parler de rumeurs, il y a beaucoup de camps. Là, on est dans un Montréal un peu dans le futur, et il y a des camps un peu partout, et la ville a comme renoncé à les démanteler. C'est ce qui est peut-être votre rêve. Mais elle commence à entendre des rumeurs selon lesquelles il y a des gens qui disparaissent de ces camps-là, de plus en plus en grand nombre, et elle finit par découvrir pourquoi, finalement, le gouvernement, un peu en douce, a créé ce qu'ils appellent un projet pilote, mais qui est en fait un très, très grand projet d'ingénierie sociale presque. Ils ont construit ou fondé des établissements qu'ils appellent des Happy Habitations Ateliers pour personnes inlogées, qui sont calqués un peu sur le modèle des workhouse/poorhouse britanniques là, qui ont existé pendant des siècles au Royaume-Uni. Et donc, on prend les gens qui vivent dans les camps, puis qui ont nulle part où aller, puis on les envoie là-bas. Puis ça, c'est des institutions totales classiques. Les gens vivent là, travaillent là. Théoriquement, ils sont libres de sortir s'ils n'aiment pas ça. En pratique, c'est un peu plus compliqué. Et là, je ne veux pas vendre de punch, mais par un revers de fortune, ou pas, peut-être intentionnellement, vous verrez, Sidonie se retrouve dans une de ces happy. Et à cet endroit-là, elle va... Ce qui a l'air d'abord d'un beau projet jovialiste de notre gouvernement finit par révéler des côtés un peu plus sombres. Voilà pour le résumé. Comment m'est venue l'idée? J'ai tout le temps tellement de difficultés à répondre à cette question-là. Des fois, j'ai l'impression que les idées de romans, les projets de romans, c'est comme un peu... une série d'enquêtes. Il y a comme plein d'indices qui veulent rien dire. Puis d'un coup, tout se met ensemble. Puis, je comprends que c'est ça l'histoire que j'ai envie d'écrire. Fait que dans ce cas-ci, les indices, c'était assez disparates. Il y avait le présent, là, ce qui m'entourait, c'est la chose, l'élément le plus évident peut-être. De plus en plus de gens autour de moi subissaient des rénovictions, des évictions. Parfois, là, une après l'autre, ils se relogeaient, ils reperdaient leur logement, ils se relogeaient, ils reperdaient leur logement. Des gens incapables de se loger convenablement, des gens qui se séparent mais restent dans la même maison pendant des années parce qu'il n'y a juste pas de possibilité de ne pas vivre ensemble, ce qui est vraiment pas jojo non plus. Moi-même, j'ai dû me reloger suite à une séparation. Le coût des loyers me paraissait exorbitant. C'était un processus stressant comme il est pour tout le monde, surtout quand on a des enfants et des chats. J'ai fini par me retrouver un endroit avec lequel où je ne pensais pas forcément être heureuse, puis finalement je suis tombée en amour avec ce lieu-là pour découvrir quelques mois plus tard que l'immeuble était à vendre, et là, le stress qui vient avec ça, etc. Fait que ça. D'un autre côté, j'ai découvert, en écoutant une série télé dont je ne me souviens même plus du titre, l'existence des workhouses en Grande-Bretagne que je ne connaissais pas, ou en tout cas que je connaissais un peu de loin là, à travers ma vague fréquentation de l'œuvre de Dickens. Je suis comme plongée dans ce trou de lapin-là. Là, je me suis mis à tout lire sur les workhouses. J'étais fascinée, mais sans trop comprendre pourquoi. Et le troisième élément... il y en a peut-être 4. Il y a le fait que j'ai travaillé en journalisme, puis que ça me posait toutes sortes de questions éthiques à l'époque. Et le 4e élément, c'est une expérience que je pense que tout le monde a vécue une fois dans sa vie, la découverte d'un gros mensonge, d'une grosse supercherie, dans sa vie personnelle, professionnelle, n'importe où. Et ce sentiment, au moment où on comprend qu'on a été berné ou qu'on a cru quelque chose qui n'était pas vrai, ce sentiment un peu de sentir le monde se renverser, puis que là, tout d'un coup, le plancher, le centre de gravité n'est plus où on le croyait. Quand moi, j'ai vécu ça, c'était pas le fun, mais en même temps, la partie de mon cerveau qui écrit était comme « Ah, ça, c'est vraiment fascinant comme expérience. » Fait que j'ai eu envie d'écrire un livre où il y aurait... Cette question-là serait centrale. Puis on va peut-être en parler un peu moins aujourd'hui parce que je pense qu'on veut se focuser sur la question du logement puis tout ça. Mais en même temps, pour moi, la vérité et le mensonge, c'est indissociable de l'époque dans laquelle on vit, de la manière dont les problèmes sociaux sont traités puis présentés par les gouvernements notamment. Le concept de la cachotterie, des choses qui se font par en dessous, je pense, nous est familier pour n'importe qui suit un peu l'actualité. Aussi, le spin, je me suis beaucoup intéressée à ça. Comment dire une réalité, mais juste la présenter de façon oblique pour que tout d'un coup, c'est plus tout à fait la même chose. Les mots qu'on choisit pour décrire la réalité, les euphémismes ou à l'inverse, les hyperboles.
Fait que j'ai mis tout ça ensemble, puis ça a donné un personnage de journaliste qui s'intéresse à la crise du logement pour finalement découvrir que le gouvernement québécois a remis le workhouse au bout du jour. Est-ce que ça répond un peu à la question? Oui, vraiment. Je suis vraiment épartie. Non, mais tu as dit, j'ai de la difficulté à répondre à cette question-là. Mais c'est parce qu'il n'y a pas une réponse unique. Tu sais, c'est pas un jour j'ai perdu mon logement et j'ai décidé d'écrire un livre là-dessus. C'est plus compliqué. Non, c'est ça. C'est comme nous, que les gens qui viennent nous voir, pourquoi tu travailles là-dessus. Pourquoi je travaille là-dessus? Ben, j'ai rencontré quelqu'un un jour. Je travaille là-dessus. Non, c'est vrai, c'est pas vrai. Moi aussi, j'ai été évincé, c'est pour ça que je travaille sur les questions de logement. C'est assez évident. Ouais, donc, ben merci. Non, je pense que ça fait le tour. Je trouve ça intéressant. Il y a ce truc que tu mentionnes à la fin, là, les éléments de mensonge ou de tant qu'on est en élection, puis là on est là-dedans, là, c'est même pas un débat d'idées, c'est un débat sur de quelles idées on va parler. Puis si c'est une idée dont on parle, il va y avoir un parti qui va gagner, puis c'est de l'autre idée. Fait donc c'est des logiques où effectivement on est dans ça, puis ces temps-ci, avec Francis entre autres, on travaille sur la politique de la SCHL, puis moi ça me fait beaucoup penser à ces logiques de mensonges, des politiques d'ignorance ou de régime de vérité autour de la question de l'œuvre. Enfin, c'est intéressant que tu l'amènes comme élément. Donc, je me tournerai comme vers les panélistes un peu pour voir comment vous avez vu ça, si vous avez des choses à dire. Comme moi, dans ma tête, il y a comme une suite dans le roman où on commence plus par l'exposition de la crise, puis après ça, il y a comme on passe plus au campement, puis un peu à l'enfermement, mais peut-être que je commençais par Francis, voir comme comment t'as vu, c'est quoi tes impressions, quelles analyses t'amènent. Moi, j'ai été marqué par ces genres d'affaires que d'habitude je regarde, mais quand j'ai pas vu ton petit truc ici, là, je t'en ai parlé une fois, qui dit l'écriture d'une prophétie autoréalisatrice, puis j'ai lu le roman, puis après ça, il y a quand même, on en parlait la semaine dernière, je te disais ça, qu'il y a une ligne qu'on peut tracer entre la dystopie et la réalité, là, puis c'est qu'un peu le roman il fait ça, puis on dirait qu'elle s'est rétrécie cette ligne-là entre la dystopie et la réalité, j'imagine, entre le moment où tu as décidé d'écrire et aujourd'hui. Donc, je te laisse la parole. Ben, je commencerai justement sur cette question-là. Est-ce que c'est un livre fiction ou une œuvre de réalité? Puis des fois, j'ai de la misère à différencier la part de fiction dans le livre puis la part de réalité. On parlait des évictions, à peu près tout le monde en a vécu dans les 10 dernières années de sa vie, surtout les personnes plus jeunes, les personnes un peu moins infortunées. Donc cette différence-là entre la dystopie et la réalité, je la trouvais particulière dans le livre, dans le sens où, même quand on parle des campements qui apparaissent un peu partout dans les quartiers, dans le roman, mais on peut dire la même chose dans la réalité. Après ça, la grandeur de la crise où, par exemple, à un certain moment, on dit « Ah, telle personne qui, pourtant, avait une grande carrière, j'ai un blanc de son nom, Carlo, qui était le musicien, qui avait une grande carrière, puis là, on se retrouve où il est en situation de précarité, d'éviction et tout ça. Puis que là, ça l'éveille comme l'attention des journalistes, puis d'ici de lui, comme par même cette personne-là, ça peut y arriver. Puis qu'à partir de ce moment-là, ça découle que tout le monde se retrouve en situation d'itinérance à travers le roman. C'est quelque chose qu'on voit quand même de plus en plus, je crois, surtout depuis 2020-2021. Je trouve que la situation de la COVID a fait en sorte à la fois avec les faibles taux d'intérêt et les grandes opportunités qu'il y avait chez les investisseurs d'acheter des immeubles, on s'est rendu compte que plus il y a de transactions immobilières, plus il y a d'évictions, plus il y a de hausses de loyer. Et donc, à ce moment-là, il y a eu un moment où même des logements qui avaient déjà été rénovincés se faisaient rénovincer par un autre investisseur. Puis je me souviens, j'avais une de mes amies qui étudiait avec moi à l'UQAM, justement, qui était entrepreneuse. Elle avait une entreprise, elle s'est faite rénovincer 2 fois dans la même année. Donc, tu sais, c'était de se faire rénovincer pour changer d'appartement, pour se refaire rénovincer. Puis ça touche même des personnes qui ont des entreprises. C'est assez particulier de voir à quel point il
il n'y a plus grand monde qui sont, lorsqu'ils sont locataires, qui sont invulnérables face à cette possibilité-là. À la fin du livre, quand il y a plus la position personnelle de comme se trouver une nouvelle demeure puis espérer y être confortable puis espérer y rester pendant longtemps, c'est le type d'idée qu'on ne peut plus avoir selon moi quand on est locataire dans le marché privé. Puis je trouvais ça intéressant dans ma perspective personnelle. C'est à partir du moment que j'ai eu une place dans une coopérative d'habitation que je me suis dit, maintenant, c'est l'endroit que je sais que je vais rester pendant longtemps. Tu sais, je sais que je vais pouvoir y rester tant et aussi longtemps que je veux y rester. Tandis que quand j'habitais dans le marché privé, je ne pouvais jamais me dire ça. Même si on remonte à il y a 10 ans où la crise n'était pas aussi forte qu'elle l'est, même à ce moment-là, je me disais, tu sais, c'est le genre d'endroit que, du jour ou l'autre, s'il y a une vente de l'immeuble, ben, ça sera fini. C'est intéressant parce qu'on n'est pas de la même génération. Moi, quand je suis arrivée sur le marché locatif à 19 ans, c'était une joke, là. Je veux dire, si tu n'étais plus content de ton 4,5 à 500$, tu traversais la rue puis tu allais dans l'autre 4,5 qui était alloué. Tu sais, fait que pour moi, ça a été long avant que ce switch-là se fasse puis que je me dise, OK, non, j'ai zéro contrôle maintenant. Puis effectivement, c'est pas parce que moi, je vais dire, OK, je plante mes racines ici que ça va pouvoir fonctionner, tu sais. Non, mais c'est vrai, même, comme je disais tantôt, que moi, c'est l'éviction, là, tu sais, qui c'est en 2008. Quand même. Mais, puis ça, c'est un truc qu'on néglige, en tout cas, il y a comme quelque chose qui. La première chose que je dirais, puis qui a fait que j'ai travaillé sur le logement, c'est que, dans le fond, ça crée effectivement le fait d'être locataire une insécurité constante. C'est-à-dire, moi, j'avais quand même assez de capitaux pour m'en sortir. Puis même là, j'ai vécu de l'insécurité, puis tellement que, ben, c'est ça, à un moment donné, tu te dis, ça me prend comme une solution alternative à ça. Puis que collectivement, des discussions tournent sur l'insécurité par rapport à l'habitation, on inclut toujours les propriétaires là-dedans. Et puis, contrairement aux États-Unis, des vagues de reprise là, de finances, c'est extrêmement rare. Je pense que c'est jamais arrivé au Québec, là, peut-être qu'il y en a eu au début des années 80, puis that's it. Puis au Canada en général. Donc, il y a comme un. Tu sais, il peut y avoir des bulles, puis tout ça, mais ça, le fait que les propriétaires sont protégés de la crise d'habitat, ça aussi, c'est des trucs dont on ne parle pas. On ne parle pas non plus qu'il y a 40% des propriétaires qui n'ont pas d'hypothèque. Donc, la hausse des taux hypothécaires, ça ne touche pas l'ensemble des ménages, là, mais ça. Donc, c'est quand même. Oui, c'est particulier parce que les taux hypothécaires à 3,5 %, c'est des taux qui sont relativement normaux. Tandis que c'est les taux d'il y a 5 ans qui étaient à 0,5 qui sont les taux qui sont anormaux selon moi, puis qui encouragent l'investissement immobilier. Bien, les années 90, tu sais, dans le fond, ça n'avait jamais baissé en bas de 6. Non, c'est ça. C'est avec la crise financière, quoi, 2008, non? La crise financière. Donc, que les taux par la suite ont baissé en bas de 3, là, puis pour descendre jusqu'à 1. Mais avant ça, au début des années 80, c'était évidemment 20%, puis c'était resté assez élevé, 7, 8, 10, pendant toutes les années 90, là, puis c'était comme pas un enjeu. Personne ne disait à l'époque que les taux étaient élevés. Effectivement. J'ai Moi, je fais plein de liens, j'ai fait plein de liens en me disant le livre, puis là, j'en fais plein avec la discussion aussi, mais par où commencer? Le truc qui m'a le plus... Ben, moi aussi, la ligne entre la dystopie et la réalité était comme vraiment floue, dans le sens où s'il y a des choses qui sont pas en ce moment comme dans le livre, dans la vraie vie, ça pourrait vraiment arriver prochainement. Notamment les karmas, comme tu disais, Renaud, la seule différence, je pense, c'est que dans le livre, l'image que je me faisais des karmas en le disant, c'était plusieurs personnes qui pouvaient quand même s'entraider puis former un genre de sentiment de communauté, ce qui n'est pas le cas dans la réalité, parce que plus les personnes qui habitent l'espace public sont nombreuses entre elles, plus il y a une chance de se faire démanteler. Puis c'est un des critères de démantèlement de la ville, le potentiel d'expansion. Fait que ça, c'est comme quasiment pire dans la vraie vie que dans le livre. Puis
Puis en m'en venant, puis en réfléchissant, tantôt je pensais à les Working House, je connaissais pas ça, mais je sais pas si vous avez entendu parler de Coab, qui est comme une firme de sécurité privée qui existe depuis peu, qui n'est pas encore concrètement avec des contrats, mais que c'est une business, là, fait que c'est une société à action qui vise à faire du profit. Puis ils se disent spécialisés en itinérance, puis ils veulent louer pas louer, mais leurs clients, dans le fond, c'est les hôtels, les centres d'achat, les grosses business. Puis ils se vendent en disant, nous, on est comme n'importe quelle agence de sécurité, sauf qu'on a aussi une ressource d'hébergement hors de l'arrondissement du client, où on peut amener les personnes, si elles le veulent, bien sûr, mais tu sais, le volontariat est un peu sketch, là. Fait qu'il y a ça qui existe sur papier. À ce qu'on sache, ça n'existe pas encore dans la réalité, dans le sens où ils n'ont pas de contrat. Ils n'ont pas de lieu non plus. Ils se sont fait un peu mettre dehors de la ville de Longueuil. Mais c'est eux autres qui font la halte de chaleur dans la bâtisse de la STM en ce moment, dans la ville de Saint-Laurent. Juste comme garde de sécurité normaux. Fait qu'en tout cas, il y a cet aspect-là de comme enlever des gens pour les amener ailleurs. Puis, il y a un projet qui est comme moins public, mais qu'on a eu accès, qui est d'acheter une ferme dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, de proposer aux gens qui habitent l'espace public et dérangent les bons citoyens qui font leurs emplettes au centre Eaton, d'aller travailler sur cette ferme-là en échange d'une rémunération pendant X nombre de semaines, genre. Fait que, on est là. Tu sais, l'idée est là, le plan est là. Il manque juste qu'il y ait des riches qui se disent « Ah, c'est une bonne idée, vas-y », puis on est là, genre. Mais c'est sûr qu'ils vont embarquer. C'est sûr qu'ils vont embarquer. Ouais. Idéalement, on va pas là, puis genre, l'État construit en masse des logements sociaux, la ville arrête de démanteler les campements jusqu'à temps que les personnes puissent se trouver des alternatives, puis on règle ça de manière humaine en respectant les droits des gens. Mais c'est ça, on est là, l'idée est là, genre. Fait que c'est perturbant. Ça fait aller le sentiment d'urgence, je trouve, dans la lecture. Puis il y a plein d'autres affaires à discuter aussi. Là, dans les happy, je voyais vraiment la prison. Là. Oui. C'était vraiment ce qui ressortait. Puis il y a des gens aussi là, qui habitent dans des campements qui veulent pas aller dans des refuges ou dans des haltes chaleur parce que ça leur rappelle la prison, soit parce qu'ils sont déjà allés ou parce que c'est par la rigidité des critères, puis par le... Fait qu'à 6 h, on se lève, à 7 h, on mange, à 8 h, c'est la douche, à 9 h, t'es dehors, puis reviens à 2 h pour pouvoir avoir un lit. Sinon, si t'es en retard, tu reviens pas. Là. Fait qu'il y avait cette dynamique-là qui ressortait aussi, puis plein d'autres liens à faire, mais je lance ça là, dans la discussion. Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit au sujet de cette firme de sécurité privée qui... Là, je suppose, quand tu dis spécialisé en itinérance, c'est pas parce qu'ils ont eu des formations en intervention bienveillante, c'est juste que c'est ça leur site. C'est comment ils s'auto-désignent. Oui, c'est ça. Ouais, effectivement. Mais tu sais, ça, c'est tellement pas surprenant parce que c'est ça qu'ils ont fait à Paris. Là. Moi, j'étais à Paris en mai dernier, puis je me promène, puis c'est le printemps, Paris fait beau, puis tout d'un coup, je suis comme, écoute, où sont les sans-abri? Puis là, j'ai commencé à poser des questions, puis t'es comme, mais ils les ont envoyés en campagne. Ben oui, ils voulaient que ça soit beau, ils voulaient que Paris ressemble à ses propres cartes postales. Fait que, tu sais, ils ont comme... En prévision des jeux. Ça, c'est un truc qui me perturbe depuis... Moi, j'ai vécu dans la région de San Francisco il y a super longtemps, puis à certains égards, je pense que San Francisco est comme... a vécu 20 ans avant la plupart des autres villes nord-américaines, ce qu'on vit maintenant au niveau de l'itinérance. Puis quand je suis partie, je suis revenue quelques années plus tard, puis tout était tellement différent. Puis il y a un de mes amis qui vit là, qui m'a dit « Oui, mais c'est parce qu'il n'y a plus de San Francisco. » Tu sais, moi, dans ma tête, j'appelle ça la Disneyification des villes. Tu sais, quand une ville devient suffisamment attrayante pour les bobos, pour le tourisme, pour le cinéma, quand une ville a réussi à surfer sur son propre mythe de beauté puis d'un certain look, bien là, ça devient vraiment problématique qu'il y ait de la pauvreté ou qu'il y ait une forme de diversité indésirable. Fait qu'il y a comme un nettoyage qui se fait, puis j'ai utilisé ce mot-là, c'est dégueulasse, mais je pense que c'est ça aussi que, tu sais,
tu l'as dit, là, c'est ciblé pour c'est les hôtels, leur clientèle, c'est les gens qui veulent que ça soit tout joli et tout propre autour, puis que surtout le tourisme ne se fasse pas rappeler qu'il y a des inégalités sociales, même dans le lieu idyllique, puis qu'ils sont en train de visiter. Oui, absolument. Puis on le voit, là, c'est plus sévère aussi la répression dans Ville-Marie que dans d'autres arrondissements. On voit aussi, là, il y a une consultation publique sur la cohabitation sociale là, en ce moment, qui ont fini les auditions, mais qui va avoir un rapport éventuellement. Puis les articles qui sont repris dans les journaux, c'est le directeur général de Montréal Centre-Ville, genre, ou l'Association des hôteliers, hôtelières de Montréal. Puis c'est comment je dirais bien ça, pour avoir écouté les auditions, genre, ces groupes-là sont pas nécessairement malveillants fois 1000. Ils défendent leurs intérêts d'hôtel et de tourisme et tout, mais dans ça, il y a les personnes en situation d'itinérance qui sont comme cadrées comme étant un problème à faire disparaître. Genre. On essaie de shifter le discours pour que comme pour faire disparaître l'itinérance, il ne faut pas s'attaquer aux gens, il faut s'attaquer aux causes qui la maintiennent, dont la crise du logement puis les évictions qui sont la première cause d'itinérance depuis 2022. Genre. Mais ouais, c'est ça. Sur l'hôtellerie et itinérance, c'est drôle parce que aujourd'hui, tu as tous les hôtels qui veulent justement se débarrasser de l'itinérance autour d'elles. Mais lorsqu'il n'y avait plus de tourisme durant la COVID, c'était les hôtels qui louaient plusieurs étages, puis justement qui pouvaient payer leurs dépenses quotidiennes grâce aux organismes, puis à la Ville de Montréal qui payait pour ces étages d'hôtels-là. Donc, ils ont la mémoire vraiment courte. Ils auraient pu perdre leurs immeubles complètement s'il n'y avait pas eu ces apports d'argent-là. Puis c'était cher pour les organismes. Il y avait certains organismes du centre-ville, je pense, qui payaient par chambre, c'était peut-être 70 $, je me souviens plus exactement combien, 70 $ par chambre quand tu loues des étages au complet. Alors qu'il n'y avait pas eu de revenus. Exact. Il y a comme une business, là, ce que vous mentionnez, c'est ça, il y a comme une business de l'itinérance. Je me souviens de quand j'ai lu le livre de Matthew Desmond, Eviction, j'étais marqué par le nombre de personnes qui vivaient de l'éviction, en fait. Tu sais, dans le livre, moi, c'est ce qui m'a marqué le plus. Il y a un marché de l'éviction. Il y a des juges, il y a des policiers, mais il y a aussi des déménageurs, des huissiers. C'est comme il y a beaucoup de gens qui profitent de l'éviction. Puis là, de plus en plus, c'est ça, finalement, il y a beaucoup de gens qui profitent de l'itinérance, que ce soit les organismes de, comment on les appelle, là, les courtiers sociaux, là, dont on discute, c'est le terme horrible. Des compagnies de sécurité au centre-ville, évidemment les hôtels là, qui en ont profité pendant la COVID. Puis aussi le développement immobilier, parce que plus la logique de l'itinérance est forte, moins on veut comme de logements sociaux au centre-ville en disant que dans le fond, il faut les déplacer. Hein. Je me souviens comme il y a 25 ans, dans des débats au Éclair, ceux qui défendaient, puis là je les out, là, ça va être filmé, mais ceux qui défendaient beaucoup les politiques de mixité et d'insertion, c'était par exemple le comité logement Ville-Marie, ou à l'époque Centre-Sud, parce qu'ils disaient qu'il n'y avait pas de terrain disponible pour construire des logements sociaux au centre-ville. Fait que la seule manière de pouvoir avoir des logements sociaux au centre-ville, c'était de faire de l'insertion. Mais finalement, il s'est construit une montagne de logements privés qui aurait pu être du logement social finalement entre-temps. Puis à chaque fois, on donnait l'exemple des habitations Jeanne-Mance comme étant le problème. Puis de la ghettoisation, puis tout ça, alors que c'était l'incurie des pouvoirs publics qui s'en étaient pas occupés, parce qu'aujourd'hui, tu y vas, tout le monde voudrait vivre là. C'est magnifique, c'est vert, ça a été rénové, en tout cas. Il y a vraiment, autour de ces questions-là, une logique de profit, puis c'est intéressant que vous le mentionnez, parce que ça, c'est quelque chose dont on parle pas, là, ton rapport au mensonge, à la vérité. Ça, c'est la logique qu'on ne dit jamais autour des problèmes sociaux, c'est qu'il y a un marché du problème social. J'en fais partie. À quelque part même, comme on en fait partie, mais
de ces personnes qui en vivent, là, de ces problèmes-là. Mais au-delà de l'autocritique, c'est quelque chose qu'on réfléchit pas tant à toutes ces personnes qui investissent autour des questions d'itinérance. L'autre chose, des commentaires que je rebondis là, sur la notion d'enfermement, c'est que c'est comme l'ODP, entre autres, puis Céline ils ont beaucoup travaillé à la fin de la judiciarisation, puisque judiciarisation des personnes itinérantes, c'est un euphémisme pour enfermement des personnes itinérantes. Puis, avec les discours de cohabitation puis de gestion de la cohabitation au centre-ville, il y a un retour de la judiciarisation puis de l'enfermement qui est en train de se faire. Puis, moi, en tout cas, je trouvais que le roman faisait vraiment comme des liens avec ça, même si c'est pas la même. On en parlait la semaine dernière, il y a un enjeu aussi que les campements, c'est plus la classe moyenne dans ton livre. Mais c'est ça, dans mon monde, là, on a avancé un peu plus loin, mais je pense pas que le roman a rompu avec la logique actuelle des choses. Je pense juste qu'elle l'a poussé jusqu'à un... Mais en fait, moi, c'est peut-être que vous avez la réponse. C'est une des questions qui était à la base de mon projet d'écriture. Tu sais, quand ils ont commencé à les démanteler, les premiers campements, ma question c'était, mais qu'est-ce qu'ils pensent qui va se passer? Oui, il n'y en a pas de place où aller. Démanteler les campements, si vous voulez, mais ils vont encore dormir dehors, tu sais. Puis à quelque part, quand on regarde, le Brésil, ou pour en citer un, mais des endroits où il y a une énorme concentration de bidonvilles, on trouve que c'est affreux, que c'est inhumain. Mais à quelque part, je me dis, mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire pire en empêchant les gens de se construire au moins un lieu minimal d'abri, de protection, tu sais? Puis ma question reste, qu'est-ce qu'ils pensent qui va se passer? Il n'y a rien qui est corrigé au point de vue des lois, des règlements. Il n'y a rien qui est fait pour empêcher cette espèce d'emballement des investissements autour du logement puis de l'habitation. Il n'y a rien qui est fait pour empêcher les gens de tomber dans la rue puis les reloger, en gros. Ouais. Fait que le problème va continuer à s'exacerber, comme on fait juste pelleter par en avant quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Est-ce que vous voyez comme ça, vous, qui êtes sur le terrain? Puis... Ben, réponse rapide, oui. Dans le sens où, effectivement, c'est complètement, ça fait aucun sens de démanteler les campements, comme tu dis. Les gens ont nulle part où aller. Le robinet qui crée l'itinérance est encore ouvert. Quel objectif autre que de dévisibiliser jusqu'à ce qu'on puisse plus le faire? Peut-être que c'est ça. Peut-être que dans les justificatifs de la ville aussi, qui maintient sa politique de démantèlement, il y a toute la paperasse, comme la bureaucratisation de c'est les responsabilités de qui, de gérer les campements. L'itinérance, c'est responsabilité de Québec, mais là, la ville, nous autres, on gère les nuisances. Fait que ce qu'on peut faire, c'est les mettre dehors, mais il y a comme un gros nœud sur les responsabilités. Puis j'avais une autre partie d'idée qui est partie, mais qui va peut-être revenir. Mais ouais, c'est ça. Il y a aussi l'argument de c'est pas sécuritaire, genre. Puis les campements, c'est pas une solution à long terme. Mettons comme les favelas ou dans d'autres pays où les campements sont là longtemps. Puis à cause que ce serait pas sécuritaire, puis qu'on n'en voudrait pas à long terme, on les démantèle comme ça, genre, mais les gens se retrouvent juste avec rien au-dessus de ça. Mais c'est aussi encore moins sécuritaire de dormir sur un banc de parc. Moi, c'est ça, c'est cette logique-là que je comprends pas. Ouais, ben on la répète beaucoup à la ville, puis ça a l'air à pas rentrer, parce qu'effectivement, ça n'a aucun sens. Là. Les gens font juste retourner chercher d'autres choses, puis essayer de s'installer ailleurs, plus caché, plus isolé, pour pas se faire démanteler, vous êtes en danger. Fait que je pourrais pas dire c'est quoi l'objectif de la ville autre que de repousser le problème le plus possible jusqu'à ce que quelque chose se passe. Sur l'élément du robinet d'itinérance qui est encore ouvert, et toute la politique du mensonge qu'on parle, présentement, un des grands dictats économiques puis politiques, c'est qu'il faut construire plus de logements. On le répète tout le temps, il faut construire plus de logements, il faut construire plus de logements. Il y a même des acteurs communautaires qui répètent même parfois ce mantra-là.
la question de la pénurie de logements, comme s'il y avait une pénurie de logements. Quand on regarde, en fait, qu'est-ce qui se construit, puis la part de mensonge, justement, de dire qu'il faut construire plus de logements, mais tu ne dis pas quel logement tu vas construire. Puis quand tu regardes quels logements se construisent réellement, on parle de 4,5 qui se louent à 2500 $ par mois. Présentement, c'est comme le commun, le plus standard possible que tu peux louer d'une construction neuve, c'est 2500 $ par mois pour un 4,5. Les 3,5, généralement 2200. Puis si tu veux 3 chambres, tu vas payer 3000 $ par mois. Donc, à quel type de population tu veux répondre aux besoins en construisant des 4,5 à 2500 $ par mois? Bien, si tu fais le calcul en disant que pour se loger convenablement, il faut payer moins de 30 % de ses revenus pour se loger, bien, tu fais 2500 x 3, tu tombes à presque 7000 $ par mois de revenus nécessaires pour pouvoir te loger dans ces logements. 90 000 $ par année pour pouvoir avoir un appart. Un gros minimum de 90 000, 100 000. Donc, tu sais, quand tu regardes ça statistiquement, 100 000 $ par année de revenus de ménage, c'est le top 20 % peut-être, top 30 ou 40 % gros max de la population montréalaise. Puis si tu prends la population locataire, ben c'est encore pire. C'est peut-être 10 % des locataires à Montréal qui historiquement font ces revenus-là. Donc tu te dis, ben, tu construis, tu prends tellement de temps, d'énergie, tu sais, des travailleuses en plus qui travaillent pour construire ces immeubles-là. Des terrains qui sont utilisés pour construire ces immeubles-là, puis à côté, dans le budget d'hier, ben, 0 $ pour les logements sociaux, pour les nouveaux logements sociaux dans le budget. Donc tu te rends compte que les politiciens présentement, ils disent répondre aux problèmes en incitant à la construction, mais qui ne répondent à aucun besoin concret sur le terrain. Ils amènent l'argument de oui, mais les gens riches vont libérer des logements moins chers pour aller dans ces nouveaux condos-là. La théorie du filtrage. Les loyers vont doubler. C'est ça. C'est ça. C'est là-dessus que je travaille ces temps-ci, sur les logiques, les justifications théoriques de cette politique-là. J'ai sorti une entrevue d'une économiste de la SCHL qui disait ça, là. Qui disait que construire, tu sais, l'abordabilité, c'est une question qui prend du temps. Donc, ça va prendre du temps avec le ruissellement, dans le fond, automatique, ou la cascade, ou ça va prendre du temps parce qu'évidemment, les logements vont vieillir et donc ils vont être, à un moment donné, ils vont être abordables parce qu'ils vieillissent plus vite que l'augmentation des loyers. Puis, il y a comme un truc, quoi. C'est drôle parce que c'est le même vocabulaire un peu aquatique que le trickle-down, en tirer des riches, mais là, la richesse, comme par magie, va rejaillir sur les plus pauvres. C'est tellement le contraire qui est arrivé depuis que cette idée-là a été mise de l'avant. Non, ça marche pas. Je crois qu'il n'y a plus personne qui peut légitimement croire à ça, mais on a encore le vocabulaire pour exprimer ces idées fausses, fait qu'on continue à les... Exact. Ils la mettent de l'avant, puis c'est des théories économiques de bureaux de profs d'université. Ils n'ont pas été testés empiriquement. Ici, ils ont été faits une fois, mais ça ne tient jamais compte de la gentrification, ça ne tient pas compte de tout un paquet d'autres facteurs qui peuvent nourrir ces logiques-là. Ou, en tout cas, mais tu sais, comme. En plus, c'est juste pour dire comment on est déconnecté. Là. Tu sais, je disais que ça prend 90 000, mais ça, c'est sans tenir compte, tu sais, que si tu gagnes 90 000, il y a à peu près 40 % de ton revenu que tu payes en impôts. Fait que là, tu n'es plus à ces montants. Il y a comme un truc où tu es vraiment loin du 30 %, là, parce que dans le fond, le taux d'effort, il devrait être après impôt, là, dans ces logiques-là. On est vraiment comme loin du type de logement. C'est intéressant. En tout cas, ça m'a fait réagir que vous parliez du Brésil parce que dans le fond, il y a une partie de la violence des favelas qui est la protection du campement lui-même. C'est-à-dire qu'il y a eu une logique de, toutes les favelas, par exemple, au Brésil ou à Rio, il y a personne qui avait l'autorisation d'aller là, s'accrocher après les montagnes. C'était tout du temporaire dans un mouvement de population. Et au départ, il y avait des politiques d'éviction, d'évacuation des campements. Et puis assez rapidement, il y a eu
mouvements de protection des favelas qui ont été mis en place, puis qui existent encore aujourd'hui. Tu y vas pas sans être accompagné, pas parce que c'est nécessairement dangereux pour la criminalité, mais parce qu'il y a une suspicion de qu'est-ce que tu viens faire et qu'est-ce que tu viens voir. Je trouvais ça intéressant. Puis aussi, le truc, c'est que dans le fond, c'est la pérennisation de la favela qui l'a rendu sécuritaire au plan habitationnel. C'est-à-dire que c'est le fait que tu puisses te projeter dans l'avenir, dans la favela, que tu peux y mettre des installations sanitaires qu'eux ils font eux-mêmes, où tu vas sécuriser l'approvisionnement en électricité. Et donc, plus la favela existe dans le temps, plus elle est sécuritaire au plan comme de l'ingénierie, généralement, puis d'ailleurs, ils sont souvent plus sécuritaires en temps de pluie abondante. Il y a plus de maisons de riches qui se ramassent en bas des falaises parce qu'il y a un savoir-faire qui s'est développé avec le temps. Mais sachant ça, puis tu sais, pour faire suite à ce que tu disais au sujet de l'excuse qui est invoquée pour démanteler les campements parce que c'est pas sécuritaire, tu sais, si on est bien cynique, on peut se dire, en fait, ce qu'ils veulent éviter, c'est que ça le devienne trop. Oui. C'est pas parce que c'est parce qu'ils savent que plus le temps passe, plus c'est un lieu de vie qui a du bon sens. Fait qu'ils veulent à tout prix éviter ça. Oui, c'est sûr. Ben, en fait, même, c'est comme les politiques de gestion des parcs, c'est des politiques explicites de limitation des campements. C'est que dans le fond, tu devrais avoir accès à l'espace public 24 heures sur 24, c'est garanti, l'accès à l'espace public. Puis on a fermé historiquement les parcs pour éviter que les gens s'y établissent. Donc, tu donnes une légitimité d'intervenir aussi là. En tout cas, il y a comme toute une partie des logiques de... Il n'y avait pas, d'ailleurs, pour vous qui peut-être connaissez ça plus que moi, mais à l'époque, la transformation de la place Émile-Gamelin, qui était une place urbaine, et donc sur laquelle on pouvait circuler, ou en tout cas, on pouvait occuper 24 heures sur 24, mais c'était une des seules places urbaines au monde qu'après minuit, tu ne pouvais pas t'y arrêter même. Donc, il y a ces logiques-là aussi qui jouent. Ouais. Oui, absolument. Mais toute la revitalisation du quartier des spectacles, puis Square Berry aussi, tu sais, c'est comme on pose des personnes marginalisées hors du quartier. On récupère juste le. Quand tu parlais tantôt de San Francisco, Catherine, puis de comme le look de la ville, ben, à Montréal, c'est genre la ville de spectacle. Ouais. C'est ça qu'il faut mettre de l'avant. Genre. Fait que là, on récupère le côté party des groupes marginalisés qui ont habité historiquement le centre-ville. On les sort, puis on fait comme la belle place des festivals, puis Berry, oui, le Square Berry qui devient la place Émile-Gamelin. J'en parlais hier avec des membres d'ailleurs, que je me trompe pas, quand ils ont changé le Square en parc, c'était effectivement pour légitimer une opération policière, puis il y a une étiquette, puis il y a eu des arrestations de masse, puis des mouvements de résistance des jeunes de la rue dans le temps qui habitaient beaucoup la place. Puis même à ça, tu sais, les gens occupent, puis utilisent, puis habitent encore la place Émile-Gamelin aujourd'hui, malgré tous les obstacles, puis peut-être moins, pas formellement, mais moins intensément, parce que bon, le soir, faut partir, mais oui, il y a ça aussi, là, de sortir les gens sous prétexte qu'on veut en faire un quartier des spectacles, puis là, il y a une programmation pendant l'été où il y a un petit enclos là, où tu peux acheter de l'alcool pour boire sur place, mais si tu es à l'extérieur, tu peux pas boire. Tu as une étiquette, tu bois de la bière de dépanneur. En tout cas, il y a comme toutes les stratégies de dilution aussi. Là. Il y a Michel Parazelli qui a écrit là-dessus, qui est bien intéressant. Mais ouais, c'est ça, l'espace public devient de plus en plus hostile aussi. Puis là, les gens essaient de se démerder comme ils peuvent, en s'installant en campement ou en allant dans le métro. Puis là, on leur refuse ça aussi. Fait à un moment donné, je sais pas où les gens font aller. C'est un peu... c'est ça. Ça finit de même. Ouais, avec des logiques aussi où il n'y a même pas de... Puis tu sais, je comprends que c'est pas une revendication qu'on devrait avoir, mais tu sais, il n'y a même pas de trêve hivernale au Québec. Effectivement. Il n'y a pas de trêve hivernale de démantèlement de campement, puis il n'y a pas de trêve hivernale d'éviction non plus. Donc, alors qu'il y a ça ailleurs, il y a ça en France en tout cas, une trêve hivernale sur les expulsions. Il fait pas moins 30 ans. Non, mais exact.
regardé. 5 fois. Mais c'est quelqu'un qui a une question, des interventions, des remarques, des critiques, qui voudrait parler sur le livre, ses effets. Mais je peux y aller. On reste quelqu'un d'autre? Oui, mais vas-y, puis après on Ok. va passer derrière ça. Ok. Ben, c'est sans vouloir jinxer non plus le livre en tant que tel. J'ai bien aimé la raison, la perspective féministe quand même de la trajectoire d'une femme qui vit quelque chose puis qui finalement se retrouve à... Ben là, je suis vraiment en train de jinxer l'histoire du livre finalement, mais qui se retrouve dans une situation habitable, genre vraiment plus précaire par sa séparation. J'ai trouvé que ça a été... Le rythme à laquelle ça s'est fait est vraiment visible dans les maisons d'hébergement, dans les refuges, genre des trucs comme ça. Puis j'ai trouvé que ça a été vraiment bien explicité dans le livre, sans être dans les détails gore un peu, ou genre dire romantisé de qu'est-ce qui peut amener une femme à vivre cette situation-là. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis je me demandais, parce que moi c'est la fin du livre qui m'a vraiment plus habité, le choix finalement de l'autrice, là, de finalement y aller avec une perspective je m'en sors par moi-même puis un peu fuck les autres dans le fond. Puis comment est-ce que ça s'est amené vers ce choix-là de rédaction? Puis comment est-ce que vous avez vécu avec genre cette décision-là? Parce que moi, quand la fin du livre est arrivée, puis comme après tout, comme la course et tout ça, puis de faire comme, que la personnage principale fasse juste genre, ok, moi je m'en vais là-dedans, je m'en vais, je prends ça. Ouais, c'est ça, puis Quand vous dites fuck les autres, je m'en sors par moi-même, vous parlez de ce que Sidonie fait. Ouais, c'est ça. Je trouvais que c'est puissant quand même. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est un roman. Je me cacherai pas que c'est un roman social, là, même si j'essayais de le définir autrement, il resterait un élément social qui est fort, mais je voulais pas que ça soit un roman moraliste. Je voulais pas d'un personnage, héroïque qui va, libérer tout le monde. Puis je voulais pas que ça soit une fable, une belle fable morale toute ronde, toute parfaite. Puis de toute façon, ça correspondait pas du tout au personnage que j'avais créé, qui, je l'ai dit plutôt, pleine de contradictions. Puis par choix, je suis pas rentrée comme dans le passé, l'enfance de Sidonie. J'ai laissé ça très... il y a quelques petits indices, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais pour moi, Sidonie, c'est une survivante, puis elle s'en est sortie, puis elle s'est rendue jusque là où elle a été, parce qu'elle s'est toujours choisie, elle, puis même quand ça voulait dire abandonner des gens qu'elle aimait ou qui lui étaient proches. Et à la fin, c'est exactement ce qu'elle fait. Quand le choix finit par être entre elle ou les autres, puis qu'elle est vraiment dans un danger réel, là, c'est sa peau qu'elle choisit de sauver. Puis moi, je ne veux pas juger ce choix-là non plus. Je pense que les gens ont le droit de faire ce choix-là. Même si c'est pas le beau rêve solidaire qu'on voudrait tous imaginer collectivement, c'est quelque chose qui existe, je pense. Donc c'est correct que je suis devenu propriétaire. Oui. Moi, j'ai commencé à me répéter la phrase dans la tête quand je voyais une personne itinérante dans le temps de la pandémie. Ça pourrait être moi. Ça pourrait être moi. Puis c'est jamais parti. C'est toujours resté. Évidemment, la lecture de votre roman m'a mis ça d'en face, pas à peu près. Le moment le plus fort dans le roman, c'est quand Sidonie découvre ceux d'en bas. Parce que même au sein de la Happy, il y a des inégalités. Ouais. Il y a encore plus bas que plus bas. Ça fait une coche là. Je voulais revenir sur le mensonge dont on parlait tantôt. Par exemple, quand on dit on est en train de travailler à régler la crise du logement, on construit du logement abordable. D'ailleurs, c'est quoi fucking abordable? Puis on a l'impression, on donne l'impression à la population que c'est ça qu'on fait, puis qu'on règle le problème. On
On a même un premier ministre qui dit que le problème, c'est pas le logement privé, parce que la spéculation, c'est les immigrants, c'est les maudits immigrants. Il l'a dit, là, puis il y a plein de gens que moi je connais, monsieur, madame, tout le monde, qui croient ça, que c'est ça le problème. Fait qu'on n'est pas sorti de l'auberge, hein? C'est clairement pas sorti de l'auberge. Et ça pourrait être n'importe qui d'entre nous qui se ramasse un jour en itinérance. C'est pas aux gens, c'est pas bien. C'est sûr que c'est pas Pierre-Carl Pelado qui va se ramasser en itinérance. On sait jamais. Mais vous avez mentionné la pandémie. Je veux réagir à deux choses sur ce que vous avez dit. Je ne l'ai pas dit, j'ai pas eu l'occasion de le nommer, mais ce roman-là, il est né pendant la pandémie et aussi pendant le premier mandat Trump. Fait que tout ce qui est... d'un côté, j'ai vu comme la dégradation de la possibilité de dire la vérité ou d'entendre la vérité, peut-être plus. Puis d'un autre côté, moi j'étais celle, j'ai porté le masque, j'ai suivi les consignes sanitaires, j'écoutais les conférences de presse quotidiennes et d'ailleurs, ces conférences-là m'ont beaucoup apporté en termes de matériel d'écriture parce que c'est cette langue-là que j'ai comme qui m'est un peu rentrée dans la peau, la façon de parler pour gommer les trucs, le petit humour, le petit jeu de mots québécois là, qui nous rassure donc, puis qui nous fait sentir que tout va être correct, c'est une joke dans le discours, tu sais. Puis c'est ça, ces euphémismes-là. Puis de temps en temps, le mot violent qui se glisse, tu sais, comme qu'est-ce qu'elle avait dit, si vous êtes docile, si vous êtes bien docile, ça va bien se passer. Tout va bien aller. C'était ça le mantra? Ça va bien aller. Ça va bien aller, tu sais, ça, là, ça va bien aller, vous ne pouvez plus aller voir vos parents, ils vont crever tout ça dans un hécatombe de CHSLD, puis ils ne verront pas la lumière du jour pendant 4 mois, tout va bien aller. C'était tellement... Il y avait tellement voyons, c'est quoi le mot que je cherche, là? Dissonance cognitive pendant cette période-là, puis je pense que c'est ça, tu sais, qui a donné le souffle au roman. Puis aussi de voir à quel point, tu sais, comme ce qu'on considère comme normal peut basculer puis se transformer en seulement quelques semaines, puis ce que le gouvernement se sent autorisé à faire aussi, tu sais. Fait que tout ça a fait partie de l'expérience. Puis vous avez mentionné aussi ceux d'en bas, puis ça répond un peu aussi à la question ou au commentaire plutôt sur le fait que c'est beaucoup des gens de classe moyenne, tu sais. J'ai construit le roman de sorte qu'on a l'impression que c'est des gens ordinaires, des gens qui n'ont pas de problème de consommation, pas bizarrement, aucun problème de santé mentale ou presque dans la rapide. Puis finalement, tu sais, même le lecteur a été berné sur quel est ce monde, qui sont ces itinérants. On voit juste une partie de cette population-là, parce que l'autre partie, là, on l'a tellement cachée, puis on l'a tellement tassée qu'elle est devenue complètement invisible, même au sein de la population itinérante. Juste, excuse-moi. Ouais, ben, sur l'idée de ceux d'en bas, là, comme il y a ça aussi en ce moment, dans genre les financements ou dans les groupes ou dans les discours médiatiques aussi, tu sais, il y a comme les bons itinérants puis les mauvais itinérants. Ouais. Puis ça transparaît dans les ressources financières qui sont offertes aux groupes